Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Je vous propose de patienter quelques instants que tous les inscrits nous rejoignent. On attend encore quelques participants. Installez-vous bien, nous revenons dans quelques minutes. Bonjour, rebonjour à toutes et tous. Bruno Leliège, dirigeant cofondateur de Bimalaya. Vous nous connaissez, on est là pour l'avant-dernier webinaire de la semaine de la QVCT, la qualité de vie et les conditions de travail, organisé par Bimalaya, en partenariat avec la PST 37. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Sébastien, bienvenue. Euh, Aujourd'hui, le thème est bien sûr complémentaire avec ce programme de la semaine. Et sur les jours, on va être sur beaucoup se questionner sur la posture, le positionnement du manager. On commence ce matin avec Olivier. Olivier Gadet, bienvenue Olivier, comment ça va? Je vais bien, bonjour, bonjour Bruno, bonjour Camille, bonjour à tous, soyez les bienvenus, très content Euh, d'être avec vous. et c'est partagé, bien sûr. On accueille Olivier pour nous parler de manager, c'est tout un travail sur soi. Vous savez que le thème de la semaine de la QVCT nationale proposée par l'ANACT, c'était manager, c'est tout un travail. Olivier nous dit manager, c'est tout un travail sur soi. Donc on va se demander nos doutes, nos craintes, nos peurs, hein, c'est ça Olivier un peu hein, en tant que manager, et va nous donner des pistes Olivier. On accueille, je l'ai dit, notre partenaire de la semaine, représenté aujourd'hui encore par Camille Lamy, responsable du service prévention des services de prévention et de santé au travail d'Indre-et-Loire, la PST 37. Bonjour Camille, bienvenue, comment ça va? Bonjour à tous. Eh bien, pareil, ravie d'être là et de partager ce moment et j'ai hâte de découvrir cette nouvelle présentation. Super, on a tous hâte. Bienvenue à tous. Est-ce que le son, l'image sont bons pour tout le monde? Charlotte, Audrey, Valérie, Alison, Alexandrine, c'est bien, nous dit Alison, c'est mieux. Ça veut dire qu'il y avait eu un moins bien, mais c'est mieux. Émilie, Fabien, Flavie, Nadège, bonjour à toutes et tous. Florence, Guillaume, Laetitia, Laurence, bonjour à toutes et tous et bienvenue. Hum, Mélanie, tout fonctionne bien, super, merci pour ça. Je vous invite, vous le savez, hein, à agir, interagir, réagir dans le chat, la conversation Teams, comme toujours. En cool, vous savez qu'il y a quelqu'un. C'est Yasmine. Yasmine Gaudron, mon associé, bien sûr, qui sera là pour accueillir tous ces messages, y répondre. Vous diffusez beaucoup de liens utiles qui feront écho à ce qu'on se raconte. Le lien, bien sûr, du site, la PST 37, en premier lieu. Euh, Beaucoup d'autres liens. On va bientôt démarrer. Je ne m'éternise pas, on l'a dit, on essaye, on va droit au but. On est là pour écouter Olivier sur ce sujet qui risque d'être passionnant. Je présente très rapidement Bimalaya, mais ça va être en deux mots. Je passerai la parole à Camille qui fera de même, bien sûr, avec la PST 37. Et puis, Olivier, ce sera à toi hein, après. Installez-vous bien, confortablement. Un coin d'ombre, un brumisateur, un ventilateur, peut-être. Une citronnade bien fraîche, de quoi Voilà. s'hydrater. Oui, c'est conseillé aujourd'hui. Mais en tout cas, avec Olivier, encore une fois, aujourd'hui, on va aller en altitude. On va prendre
de la hauteur, du recul, vous le savez, dans les cimes. Alors c'est parti. Merci Florence, très gentil, compliment, et on adore aussi votre présence. Donc c'est la fin, bientôt, hein. Ceux qui ne sont pas encore inscrits pour cet après-midi, il est encore temps, vous le savez, pour être là présent en live, mais pourquoi pas pour avoir accès à nos replays, bien sûr. Cet après-midi, leadership, et si on arrêtait de surjouer le yang? Alors là, bon, Olivier, tu connais, hein, Bimalaya, sagesse orientale, le yin, le yang. Bon, bah, c'est un webinaire aussi cet après-midi qui nous est cher. On termine avec ça. Et alors là, j'espère qu'il y a des curieux, j'espère que ça va vous donner envie. Mais venez. Qu'est-ce que c'est que ça, surjouer le yang? Venez nombreux. Avec Sabrina Dias, vous verrez cet après-midi, 14 h. Déjà, beaucoup d'inscrits, bien sûr. Venez nombreux, il y a encore de la place. Ce matin, manager, c'est tout un travail sur soi. On l'a dit avec Olivier. Bimalaya, j'en fais pas des tonnes, vous connaissez. Et si vous ne connaissez pas, vous savez où nous trouver. C'est LinkedIn, c'est YouTube, c'est Instagram, c'est notre site internet bimalaya.fr, bien sûr. Que dire? Plus de 50 objectifs opérationnels remplis par nos formations. Plus de 350 programmes de formation en ligne. Bien sûr, tout ça à titre indicatif, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le sur-mesure. Du sur-mesure. C'est ça qu'on fait. Yasmine et moi, beaucoup, et entouré de nos 100 partenaires, consultants et formateurs indépendants partout en France, partout dans les territoires ultramarins, partout dans le monde francophone. On va à La Réunion, nous, on va au Maroc, on va en Belgique, on va où vous nous appelez avec plaisir. Et encore une fois aujourd'hui, de nombreux présents qui viennent de partout, Olivier, hein, les 4 coins de la France, hein, vraiment, hein, ça fait plaisir. Et bonjour et bienvenue encore à toutes et tous. Camille, re-bienvenue, Eh bien responsable. oui, rebonjour à tous. Camille Lamy, donc je suis responsable du service prévention à l'APST 37, qui est donc le service de prévention et de santé au travail d'Indre-et-Loire. Aujourd'hui, donc, je représente l'APST 37 et le service est là pour répondre aux questions, donc en l'occurrence moi aujourd'hui, mais de manière générale, apporter des repères concrets autour de la santé au travail et de la QVCT, et que l'on soit dirigeant, manager, et éventuellement également membre d'une équipe. En fait, le rôle des services de santé au travail de manière générale et sur l'ensemble du territoire, c'est de vous accompagner de manière pragmatique au plus près de vos réalités de terrain. Il est souvent connu le suivi réglementaire par les entreprises, mais les services de santé proposent également des actions et des temps d'échange pour vous aider au quotidien. Par exemple, chez nous, à la PST, on met en place un accompagnement des managers à travers des cafés managers qui ont lieu tous les trimestres et qui sont pensés comme des espaces simples et utiles. En fait, on y partage des difficultés, il y a des conseils, des outils selon différentes thématiques et les bonnes pratiques, en fait, pour mieux évaluer les risques, prévenir les risques et améliorer le fonctionnement des équipes et des entreprises. Dans l'idée, c'est vraiment de dire que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Les services de santé au travail sont des partenaires. Voilà, et je vous invite à vous rapprocher d'eux aussi pour connaître leur offre d'accompagnement qui peuvent être dédiées aux managers, aux dirigeants et aux salariés. Voilà. Et je passe la parole. Merci Camille. Oui, j'insiste, on a beaucoup de chance en Indre-et-Loire, hein, vous savez, Bimalaya, vous ne le savez pas, est basé à Tours, en Indre-et-Loire, en région centre, mais ça n'a que peu d'importance puisqu'on intervient partout, en présentiel, en distanciel, on l'a dit. Par contre, on est content d'être ici parce que oui, ces services de prévention de santé au travail d'Indre-et-Loire sont très dynamiques, très actifs, et on vous souhaite d'avoir les mêmes, hein, partout. Mais a priori, il y a beaucoup de choses en commun, mais il y a une autonomie, il y a de la gestion autonome, hein, Camille. Et ces cafés managers, on ne les retrouve pas forcément partout. Donc Tout à nous, fait. Et puis, il y a d'autres choses. oui, sûrement plein d'autres choses, bien sûr, Voilà. très applicables. Mais profitez-en, renseignez-vous, rapprochez-vous de vos services de santé au travail locaux. Ils ne sont pas là, comme le disait Camille, juste pour la VIP, visite d'information et de prévention, la fameuse visite médicale réglementaire, ça on les connaît, et c'est un très bon boulot qu'ils font et de détection et de prévention au quotidien, mais ils servent à beaucoup d'autres choses. Et on va les voir en tant que salarié, en tant que dirigeant, en tant que manager. Et ils sont de très bons conseils, et on peut les appeler, et tout ça est confidentiel, on peut avoir des rendez-vous. Très, très intéressant, très complémentaire de ce que Olivier et nous faisons au quotidien, bien sûr. On est dans une même dynamique.
Merci beaucoup Camille encore pour ta présence. Tu interviens, tu le sais, quand tu veux. Tu es ici chez toi. Merci. Olivier, on va te Yes. présenter, mais rapidement, tout le monde te connaît, bien sûr. Tu es intervenu l'an dernier. Ouais. Tout le monde te regarde sans cesse sur la chaîne YouTube Bimalaya, ce webinaire en replay sur l'assertivité qui avait eu un succès retentissant. Olivier, bon, en quelques mots, bah, c'est l'auteur de l'assertivité, c'est contraire, ce Ouais. futur best-seller, déjà. On m'a dit, dans l'oreillette que un prochain opus serait en production. On me dit, Olivier, on me dit en Oui, coulisses. on te dit bien, on te dit bien. J'ai écrit effectivement cet ouvrage pour parler de l'assertivité et des postures au contraire à l'assertivité, donc les relations humaines. On va en parler très rapidement dans quelques minutes, bien entendu, pas du livre, mais du contenu du livre, hein, du sujet. Et je travaille actuellement sur l'écriture d'un prochain livre qui parlera de la confiance. Et je ne distinguerai pas la confiance en soi et la confiance en l'autre. On va tout mettre dans un grand chaudron, avec une grosse cuillère, on va tourner, et on va voir comment on va faire pour pas que ça colle au fond et qu'il en sorte une bonne cuisine. Olivier le sorcier, bien sûr. Donc Olivier, ben, coach, consultant formateur praticien en PNL, expert de l'assertivité et du management, du leadership. Il accompagne, il coach au quotidien des managers, des chefs d'entreprise, des commerciaux, des indépendants. C'est son quotidien. Merci encore à toi d'être là aujourd'hui, Olivier. Bon, je sais pas ce que t'en dis, mais sans plus attendre, je te laisse la parole, on y va? Allez, d'accord, on est parti. Ça marche. Euh, Bruno, tu es le timekeeper de cet atelier, donc on se le dit, hein, tu m'interromps, tu surveilles. Et vous autres participants qui êtes là, qui nous rejoignez, je vous invite à intervenir n'importe quand. C'est Yasmine qui gère le chat. Je préfère écraser et réduire la présentation que j'avais prévue pour essayer au maximum de répondre à vos questions concrètes. Parce que moi, je suis un autodidacte. Et toutes les jolies théories, c'est de la flûte si on n'a pas la capacité à les mettre en pratique dans notre quotidien. Et si on a besoin de continuer à échanger après ce webinaire, eh ben, on continue, on y va. Chaud patate, c'est parti, à disposition. Donc, merci Bruno et Camille pour cette belle introduction. Moi, c'est un plaisir pour moi de renouveler l'expérience de ce webinaire. Je suis très engagé dans des thématiques telles que la qualité de vie et les conditions de travail. J'apprécie d'être également engagé aux côtés de Bimalaya, une maison qui dit ce qu'elle fait et qui fait ce qu'elle dit. Et dans un univers où tout change très vite, où il est de plus en plus difficile de trouver des bases solides, je crois que ça, c'est un critère qui, en tout cas à mes yeux, est absolument fondamental. Et puis, me retrouver aussi aux côtés de la PST donne du sens vraiment et me permet d'être vraiment axé dans la même direction, être aux côtés des managers, être aux côtés des gens qui impactent l'entreprise pour les aider, pour les soutenir, pour les conseiller en toutes circonstances, devant toutes les adversités possibles et imaginables. Ça a du sens et c'est mon quotidien. Donc en avant, Merci Olivier, super, avec let's joie. go. Manager, c'est tout un travail. Ça, c'est le thème de la semaine annuelle de cette année pour la QVCT, cette semaine de la QVCT. Mais moi, j'ajoute le sur soi à la fin. Parce que le paradoxe du manager, c'est qu'il est à la fois sur une fonction technique et opérationnelle, mais également, il est l'architecte du climat social. C'est-à-dire qu'il est à la fois dans le concret du tous les jours, de signer les feuilles de congé, de faire des trucs basiques et le job qu'il doit faire dans l'entreprise, et qu'en même temps, c'est sur lui que la responsabilité de l'ambiance, l'atmosphère et la qualité des relations repose. Et ça commence très vite à devenir facteur de complications et de tensions. Donc on va en parler. Justement, qui est-ce que je suis lorsque tu me mets dans la casserole et que tu fais bouillir l'eau dessous et que ça monte en température, lorsque je suis en tension. Alors, on ne va pas avoir le temps ensemble de faire individuellement cet autodiagnostic, mais on va se donner des pistes là-dessus. Et puis, on va parler de l'art de se positionner et d'être en relation avec les autres
pour ensuite essayer de passer dans une posture de soutien. Voilà. Alors, on commence maintenant avec cette situation de tension. Lorsque, au quotidien, je manage mon équipe, je suis dans le dur de mon activité, la pression monte. Alors, elle peut monter de manière fulgurante face à une agression brusque de mon environnement, ou de manière plus insidieuse, de manière plus douce, à peine perceptible. La tension peut arriver parce que on enchaîne les stresseurs, on enchaîne les événements aggravants, et un peu comme la grenouille dans la casserole qui ne sent pas l'eau chauffer, eh ben, le manager il va monter en pression sans même s'en rendre compte. Et selon la loi de Murphy, qu'on appelle aussi la loi de l'emmerdement maximum, vous pouvez être assuré que c'est au moment où vous commencez à bien bouillir qu'une connerie de plus va arriver sur le coin de votre gueule, que ce soit au boulot ou ailleurs. Parce que la liaison vie pro, vie perso, pour moi, elle est totalement perméable. Vous êtes à peu près assuré que c'est le moment où la vie va choisir de vous mettre une jolie peau de banane. À la minute où vous êtes en tension, vous changez de comportement. Et ce qu'il est intéressant de faire, de mettre en place lorsqu'on est aux commandes d'une équipe et d'un projet, c'est d'être en capacité de mener cet autodiagnostic. Le premier travail sur soi, il est de tout simplement, et peut-être le seul travail sur soi, il est tout simplement de se connaître. Et c'est quand on est en difficulté qu'il faut se connaître. Un pilote d'avion, au décollage, quand vous êtes installé dans votre siège, on vous a demandé d'attacher votre ceinture, de fermer vos tablettes, vous attendez. À ce moment précis, le pilote, il est en train de faire la checklist de tout ce qui va se passer en cas de crash au décollage. Quand on découvre ça, je vous assure qu'on ne prend plus l'avion de la même manière. Et c'est parce que le pilote est en train de faire la checklist du crash au décollage qu'il va être bientôt prêt en cas de problème. Eh bien, le manager est dans son travail sur soi, c'est un peu ça l'idée qu'il doit avoir. Imaginer et comprendre comment il fonctionne en situation de stress. Alors, pour ça, il y a un truc qui est assez redoutable qu'on appelle les drivers. Vous irez voir sur moteur de recherche. Les drivers, ou on les appelle aussi les schémas mentaux. Les drivers ou les schémas mentaux, il y en a plusieurs, mais on peut les résumer sur les doigts d'une main, puisqu'on les résume souvent avec 5 drivers. Ce sont des autoroutes neuronales, c'est-à-dire des processus cognitifs que votre cerveau a mis en place très tôt dans votre enfance et qui continuent à se dérouler régulièrement. Et ça, c'est très inconscient. C'est-à-dire qu'on est certain d'avoir les bonnes réactions, mais en réalité, c'est notre conscience qui nous parle, alors que notre inconscience nous dirige. Je vois un problème de caméra sur mon engin. Et ça m'ennuie. Oui, on te voit plus. Alors, Ouais, je vois ça. Bon, est-ce qu'on avait besoin de me voir, franchement? on aime bien te voir. Oui, Franchement. je comprends. Mais tu vois, je ne sais pas pourquoi ça se met en carafe. On ne va pas passer de temps sur ce détail-là, tant pis. Je continue. Est-ce que ça Euh, peut? Non. Comment? Non. Non. Est-ce que tu as touché quelque chose, non? Non, pas du tout. Le truc s'est coupé et quelque chose me dit qu'il faudrait que je rallume mon ordinateur, tu sais, pour relancer. Ah, une Donc, mise à jour, quelque chose comme ça? même pas, je sais pas, tu vois. On va pas Ok, s'embêter avec ça, c'est pas grave. ok, comme tu veux. Sinon, tu prends 30 secondes, pas de problème, hein. Comme tu Je, veux. je- Ça m'ennuie de faire perdre du temps à nos participants qui nous ont rejoints juste pour avoir le plaisir de voir ma trombine. Oh, Euh,
Bon, comme tu veux, sinon c'est l'occasion d'une pause fraîcheur, t'inquiète pas, 30 secondes ou comme tu veux. Bon, écoute, on va continuer un petit moment, et puis si nos participants nous disent non, non, on veut voir sa tronche, eh ben, je couperai et rallumerai l'ordinateur en 30 secondes, c'est assez rapide. Voilà. Guillaume nous dit un superbe exemple de gestion de stress en direct. Franchement, on Ouais. réussit l'exercice, Olivier. On sent pas trop de stress, t'as vu? Malgré ça. Oui, mais ça, c'est parce que vous voyez pas ma caméra et en fait, je suis tout rouge. Guillaume nous dit c'était préparé, les gars. Ça sent trop le préparé, avouez-le. Et Non. promis, même pas, Guillaume. Bon. J'affiche ta présentation. Toi, tu nous parles bien sûr. Et ce que je propose, c'est qu'à la fin, pour les questions-réponses, tu prendras le temps de nous quitter peut-être avant de revenir, qu'on te voit quand même. Allez, Ça te allez, va? Bruno, on la joue comme ça marche. Let's Ça go. marche. Donc, la conscience de soi, la connaissance de soi, c'est de réfléchir à ces pilotes automatiques qui sont nos drivers. Il y en a donc 5. On les appelle sois fort, fais vite, fais plaisir, fais des efforts et sois parfait. Ces 5 drivers-là, euh, ils dictent nos comportements. Alors de manière à la fois positive comme négative. C'est-à-dire que quelqu'un qui est très dans le driver soit fort, évidemment, c'est quelqu'un qui va tenir, qui va être tenace, endurant. Mais c'est aussi quelqu'un qui va être très coupé de ses émotions. Et donc, d'une certaine manière, des émotions des autres. Ce qui, en cas de difficulté, peut rendre les relations de plus en plus complexes. Je prends un autre exemple. Je ne vais pas tous les faire, les 5. On n'aurait pas le temps. Mais le fameux, le soi parfait, c'est le fameux perfectionnisme dont on peut entendre parler très, très souvent. Quelqu'un de perfectionniste, défaut ou qualité? Eh bien, je dis les deux, mon capitaine. Dans ce driver, ce pilote automatique soit parfait, il y a le côté perfectionniste qui va avoir le souci du détail, la minutie, la méthodologie pour rendre un travail efficace, complet et propre. Sauf que si tu pousses le curseur du soi parfait à mort, ce qui va se passer, c'est que tu vas plus rien sortir parce que tu es tellement perfectionniste que rien ne bouge et rien ne sort et surtout rien n'attend. Et donc là, on a un problème. Voilà, donc ces 5 drivers-là, ces schémas mentaux-là, eh bien, ils ont un effet euh, très positif qui nous dirige et qui nous dicte une certaine manière d'être et d'avoir un comportement. Et quand je suis sous stress, ils vont devenir pilotes automatiques. Ce sont des autoroutes que mon cerveau va emprunter, mais à vitesse grand V, et qui vont potentiellement générer chez moi une source de stress et de complications supplémentaires. Si je les identifie, je peux alors commencer à les challenger, à les reprendre, à les revoir et à me dire est-ce que je ne suis pas trop comme ci ou trop comme ça? Est-ce que je peux changer mon comportement? Et je peux changer mon comportement. Quelquefois, c'est difficile, mais je peux le faire. Changer le comportement de quelqu'un d'autre est très difficile. Changer mon comportement, c'est ça le truc sur lequel je peux agir. Et le deuxième point que tu fais apparaître à l'écran, Bruno, c'est ce que j'appelle la capillarité relationnelle. La capillarité, vous savez, c'est quand vous plongez un morceau de sucre, un morceau de sucre dans le café, vous voyez le café traverser le sucre et remonter complètement. Il y a chez l'humain une forme de capillarité relationnelle, c'est-à-dire que votre état interne va impacter l'état interne de l'autre. Les neurosciences nous l'ont prouvé depuis déjà fort longtemps. L'existence des neurones miroirs nous permet de capter quasiment instantanément l'état émotionnel de l'autre. C'est la raison pour laquelle, à l'écran, il est affiché cette phrase « Mon état émotionnel se propage ». Et finalement, on n'a pas besoin de neurosciences pour le comprendre. Il vous suffit d'arriver le matin au boulot en faisant la gueule. Je suis sûr que vous l'avez déjà fait. Et peut-être même que vous l'avez fait au cours de la semaine, là. Si vous faites la gueule au boulot en arrivant, mais vraiment, hein, pas pour faire semblant, vous allez voir ce qui va se passer. Vous le savez déjà. Les gens, en retour, vont vous faire la gueule. Il n'y a pas plus communicatif qu'un sourire, à l'inverse. Eh bien, c'est la même chose. Par conséquent, si moi, en tant que manager, j'ai un accès direct, intérieur, à mon état émotionnel pour l'identifier, pour le comprendre, pour le mesurer, quelle émotion est-ce que je ressens?
alors on va d'un seul coup avoir une meilleure compréhension de ce que l'on ressent, de nos émotions, et donc on va avoir une plus grande facilité à gérer nos propres émotions et les émotions des autres. Et penser, imaginer et croire que les émotions sont une faiblesse, je peux vous le dire tout net, c'est la plus grande connerie qu'il puisse y avoir pour un manager, et en particulier à l'époque où nous vivons, parce que si vous essayez de mettre vos émotions dans le tiroir, de vous en couper, soyez sûr qu'une IA viendra vous remplacer parce qu'elle n'a pas d'émotion. Ce sont justement nos émotions qui vont nous permettre d'aller plus loin, de créer, d'imaginer, d'innover, de rebondir. Aucune IA, aucune machine n'est capable de le faire. Mais nous, oui. Cultivons cela. Et dans cette situation de stress, tu fais apparaître, Bruno, à l'écran, le dernier point que je voulais évoquer, c'est ce que l'on appelle le cadre de référence, c'est-à-dire la capacité du manager à identifier ses propres croyances et ses propres valeurs. Alors ça, j'avoue, c'est un travail difficile. Tu l'as dit, Bruno, dans l'introduction tout à l'heure, mon métier, c'est la relation humaine, la connaissance de l'autre et de soi-même. Et pour ça, j'ai en gros deux grandes casquettes principales, hein. La casquette du coach et puis une casquette de formateur également. C'est le coach, c'est la tierce personne qui peut m'aider à identifier mes croyances et mes valeurs. Mais on peut au moins commencer à se poser la question, dans ce travail sur soi, on peut quand même commencer à identifier les croyances et les valeurs de surface, c'est-à-dire les plus visibles. D'abord, qu'est-ce qu'une croyance, qu'est-ce qu'une valeur? Une croyance, c'est quelque chose auquel on croit. Jusque-là, si quelqu'un ne suit pas, je peux à la rigueur vous faire un petit dessin, mais ça m'a l'air simple, hein, vous me dites. Donc, un truc auquel je crois. Je peux croire en quelque chose de très puissant, de très fort, de très vrai, mais je peux aussi croire en quelque chose de complètement stupide et d'absurde. Et on va parler ainsi d'une croyance motivante ou d'une croyance limitante. Si je suis profondément persuadé au fond de moi que je suis capable de faire un truc, je vais le faire. Si, à l'inverse, je suis absolument certain que je suis complètement con, que je suis méchant, que je suis nerveux, que je ne sais pas gérer le stress, que je suis incapable de prendre la parole en public, alors effectivement, je le serai. C'est l'Américain Henry Ford, hein, qui a dit quelque chose comme que vous pensiez être bon ou mauvais, dans les deux cas, vous avez raison. Et ben voilà, on y est complètement. Ça, c'est une croyance. Quand vous avez une image ou une phrase, plutôt, voilà, quand vous avez une phrase qui apparaît à propos de vous et qui commence par je suis comme ça ou les autres sont comme ça, si vous voulez identifier une croyance, faites suivre cette phrase par une question. La question toute simple, c'est ah ouais, t'es sûr? Posez-vous cette question. T'es sûr? Vous savez, dans votre dialogue intérieur, toutes vos pensées, vous pouvez vous amuser à ça, toutes vos pensées, faites-les suivre de cette question. En es-tu vraiment sûr? Vous allez vous rendre compte que quelquefois, on n'en est pas si sûr en fait. Et alors vous êtes sur une croyance. Dans les indépendants que j'accompagne, j'ai très souvent une croyance conflictuelle qui est il faut que je gagne de l'argent parce que je suis indépendant et moi j'ai pas de salaire, donc je suis obligé d'aller me vendre. Et dans le même temps, l'argent c'est sale. Je regarde les gens, l'actualité, les gens très riches, c'est souvent des gens puants, méchants. Et donc, il y a une croyance conflictuelle. Je veux gagner de l'argent, mais l'argent, c'est sale. Et on se retrouve avec un indépendant qui a un bon projet, qui a créé un super truc, et qui n'a pas un client, et qui n'appelle jamais un seul de ses clients. Croyance limitante. C'est la même chose chez le manager. On a ces croyances qui peuvent être conflictuelles, qui peuvent être limitantes. Plus je les connais, plus je les identifie, plus je peux commencer à les challenger à nouveau
et à me demander, t'es sûr? Ça, c'est pour les croyances. Et on va terminer cette partie d'autodiagnostic avec les valeurs. Alors, les valeurs, on les identifie avec une autre question. La question suivante. Qu'est-ce qui est important pour moi quand je fais ça? Je répète la question. Qu'est-ce qui est important pour moi lorsque je fais ça? Voilà. Nos valeurs sont des pierres gigantesques qui sont enterrées dans le sol sur lesquelles nous construisons notre maison. Nos valeurs, ce sont nos fondations. On les nourrit, on les fait vivre. Et si dans mon environnement proche, dans mes collaborateurs, dans mes collègues, ou mon N+1, je découvre une situation ou un comportement, ou j'entends une phrase qui ne correspond pas à l'une de mes valeurs, alors immédiatement, je vais partir en zone rouge et je monte en tension. Si je connais mes valeurs, si je les ai identifiées et même si je les ai classées, ce qui est un travail que je fais en tant que coach avec les gens qui me sollicitent pour les accompagner, alors je peux accueillir, entendre et vivre des situations qui bousculent et qui heurtent mes valeurs, mais je garde en tête le fait que ce sont mes valeurs et que si je veux les nourrir et les entretenir, c'est mon travail. Olivier, Laurence nous dit justement les croyances et les valeurs, ça vient aussi de l'éducation et c'est parfois compliqué à remettre en cause, justement. Alors oui, ça vient quasiment que de l'éducation, et puis après, ça s'enrichit par tout ce que j'ai vécu. L'idée, c'est ne remettez pas en cause vos valeurs. Ne les remettez pas en cause, vous ne pouvez pas. D'ailleurs, on n'en est pas capable. On peut les classer différemment, c'est-à-dire pendant un temps de vie, vous pensez que la valeur liberté est la plus importante, et pendant un autre temps de vie, vous changerez et vous direz, ben non, c'est la valeur honnêteté qui passe en premier. Mais vous aurez toujours la valeur liberté quand même. En revanche, les croyances, l'intérêt d'identifier les croyances motivantes et les croyances limitantes ou conflictuelles, c'est que les motivantes, vous les gardez, et les limitantes, vous les réduisez, voire vous les supprimez, et comme ça, vous pouvez avancer. J'ai un exemple tout simple. J'ai 52 piges. J'ai commencé à me ronger les ongles, j'avais 8 ans. J'ai passé 40 ans, précisément 40 ans de ma vie, à me dire que je ne réussissais pas et je n'arrivais pas, j'étais incapable d'arrêter de ronger mes ongles. Mais j'ai passé ces 40 ans à me dire, il faut vraiment que j'arrête. J'étais sur une croyance limitante qui me disait, je ne suis pas capable d'arrêter de ronger mes ongles. Et j'ai arrêté en 20 minutes. J'ai arrêté en 20 minutes le jour où j'ai changé mon disque. Plutôt que de me dire, il faut que j'arrête de ronger mes ongles, je me suis dit, et si je commençais à avoir de belles mains? Et devant la croyance, je suis incapable d'arrêter de ronger mes ongles, je me suis dit, ah ouais, t'es sûr? En me regardant dans la glace. Parce qu'il y en a plein qui ont réussi. Ils sont meilleurs que toi, tu crois? Ou ah non, tu vaux pas mieux ni pire. Tu sais, ils sont capables, donc tu l'as aussi. Et clac, c'était parti. J'ai fait sauter cette croyance limitante. Bon, j'ai pris 40 ans. Ok, mieux vaut tard que jamais. Mais tout est potentiellement challengeable comme ça. Alors, la croyance de je suis pas capable d'arrêter de ronger mes ongles, je dirais qu'elle est facile à identifier, hein, évidemment. Il y a bien sûr des croyances qui sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus ancrées, parce que depuis longtemps dans notre éducation, hein, et là, effectivement, il va falloir un travail un petit peu plus profond, un travail sur soi plus profond, bien entendu. Donc voilà pour l'aspect que je voulais avoir avec vous sur cet autodiagnostic pour savoir qui suis-je en tension. Voilà. Ça, c'est le profond travail sur soi du manager et il se mène, c'est le travail de toute une vie, hein. Mais par contre, il est fascinant et passionnant parce que faire ce travail sur soi, c'est aller à la rencontre de soi-même. Et s'il y a bien une certitude que vous pouvez avoir, c'est qu'en vous, vous ne découvrirez jamais de personnes décevantes ou de monstres.
vous, c'est vous. Et s'il y a bien une personne sur laquelle vous pouvez compter, c'est vous-même. Le travail sur soi est un travail qui n'est pas forcément facile, mais qui n'est que gratifiant, parce que c'est la plus belle de toutes les découvertes. Et plus je le mène, plus je peux me tourner vers l'autre, d'où ce chapitre qui apparaît à l'écran, l'art de se positionner. Alors vous voyez, c'est marqué chapitre numéro 3. Il y a 52 chapitres, hein, donc on terminera ce soir à 18h, mais on fera... Non, je déconne. C'est la partie suivante. Alors, merci Bruno pour l'aspect technique et la diffusion des images. L'art de se positionner et la communication assertive. Bon, je dirais que ça, c'est c'est le cœur du réacteur pour moi. L'assertivité. On la fait courte? L'assertivité, c'est l'affirmation de soi, la capacité d'un individu à se positionner face à l'autre et à oser dire. Oser dire oui, oser dire non, oser dire merci, oser dire merde, oser dire à son collaborateur, là, excuse-moi, mais ce que tu viens de me faire, c'est franchement très décevant. C'est difficile d'oser dire, oser donner son avis, mais quand on y arrive, on donne à l'autre la possibilité d'en faire autant. C'est ça l'affirmation de soi et l'assertivité. Je suis libre de pouvoir m'exprimer, je le fais dans le respect de l'autre, je le fais dans la confiance. C'est-à-dire que j'ai confiance en moi, je me sens capable de dire les choses. Et en même temps, j'ai confiance en l'autre parce que je sens qu'il va être capable de recevoir ce que j'ai à lui dire. Et à l'inverse, par capillarité relationnelle toujours, l'autre va pouvoir atteindre ce degré de confiance et de liberté qui va lui permettre de s'exprimer de manière simple, sans chercher à faire un jeu de dominant-dominé, mais tout simplement dans une relation équilibrée. Alors dans mon livre, L'assertivité et ses contraires, je développe ce phénomène relationnel et j'explique qu'il n'existe que 4 manières d'être en relation. Être assertif, et parfois ça marche pas parce qu'on est mal luné, parce que le mec qui est en face de moi, il fait 2 têtes de plus que moi, ou parce que je suis en ce moment dans une situation très stressante, je suis très angoissé. Enfin, il y a plein de raisons qui vont faire que l'assertivité, c'est joli, mais j'y arrive pas tout le temps. Et si je ne suis pas une personne assertive pendant quelques instants ou quelques mois, parce que ma vie est dure en ce moment, eh bien, je vais basculer dans 3 autres possibles, potentielles manières d'être en relation. La fuite, l'attaque et la manipulation. Et ces 3 dernières postures sont, elles, des postures non assertives. C'est pour ça que mon livre s'appelle L'assertivité et ses contraires. Je développe les 4 manières d'être en relation. Il n'y en a que 4. Ne cherchez pas, il n'y en a pas d'autres. L'affirmation de soi, la fuite, l'attaque ou la manipulation. On croit souvent que l'assertivité est le truc à faire parce que c'est bien, parce que c'est respectueux, parce que ça permet de libérer la parole, ça permet de donner à l'autre une vraie place sans me négliger moi. Et qu'au contraire, la fuite, c'est lâche, l'attaque, c'est dégueulasse, et alors la pire de toutes, c'est la manipulation. Eh bien ça, c'est une erreur. C'est une erreur grave que le manager doit impérativement veiller à ne pas faire. C'est un jugement moral manichéen qui dit que l'affirmation de soi, l'assertivité, c'est vachement bien, et les 3 autres, c'est nul. Eh bien, c'est faux. Fuir, c'est pas toujours une preuve de lâcheté. Ça peut être un grand courage. La femme battue, qui quitte son enfoiré de salopard de sous-homme. Pardon, si je suis un petit peu excessif, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mais là, il y a des trucs, je peux pas. Bref. Une femme qui quitte le foyer conjugal alors qu'elle est victime des coups et de la violence de son mari, lâcheté ou courage? Je vous laisse avec la question. Et même l'attaque. Et le paradoxe, le truc surprenant, c'est que même la manipulation a des côtés très bénéfiques. Il n'y a pas de mauvaise manipulation, il n'y a que de mauvaises intentions. Et si j'ai fait mon travail sur moi-même en tant que manager, j'accepte que manager, c'est d'abord et avant tout être en relation avec l'autre, avec mes équipes, avec mes collaborateurs.
Et si je suis en relation, alors je n'ai que 4 manières d'être en relation avec eux. Moi aussi, en tant que manager, de pratiquer l'assertivité, mais également de temps en temps la fuite, l'attaque et la manipulation. Et lorsque je maîtrise les 4, que j'en ai accepté les côtés positifs comme négatifs, et que je ne suis plus dans l'inconscience de mes relations, mais dans la parfaite maîtrise, consciente de mes postures relationnelles, alors ma communication devient assertive et en toutes circonstances, j'ai la possibilité de m'exprimer et de laisser l'autre s'exprimer. Voilà pour ce côté assertif. Alors, le deuxième point que tu fais apparaître à l'écran, Bruno, c'est la puissance du « je ». Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il est difficile de mettre en place. C'est une question, bien sûr, de vocabulaire, mais c'est aussi et surtout une question de culture. C'est le travail sur soi qui va permettre de gagner cette puissance pour le manager. La puissance du jeu, c'est d'être capable, en toutes circonstances, de dire « je », de s'engager en mon nom, à moi, d'être capable de dire à un collaborateur « je ressens une émotion négative. Alors, je ressens de la colère, je ressens de la déception, je ressens même une forme de tristesse quand tu fais ça. » À partir du moment où vous commencez par « je » et que vous parlez de votre pensée ou de vos actions, de votre ressenti, c'est vous que vous engagez, vous et vous seul. Et de manière implicite, vous expliquez sans expliquer, mais vous dites à l'autre « c'est mon avis, c'est peut-être pas le tien, mais parlons-en ». Parce que ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir échanger nos avis, nos visions, et de s'enrichir mutuellement des avis, des pensées et des actions de chacun. Mais restez sur le « je ». Je pense ça, je ressens ça, je souhaite faire ça. Ça n'engage que vous. Et, comme disent les militaires, s'il le faut en tant que manager, après, vous ferez claquer les galons en disant « je comprends que tu ne sois pas de mon avis, mais il y a un moment, quelqu'un doit décider, et en l'occurrence, c'est moi, donc nous ferons comme ça. » Cette puissance du jeu, elle doit être évoquée d'abord culturellement, philosophiquement, et incarnée par chaque manager qui a fait ce travail de connaissance de soi, mais elle doit aussi être perceptible dans le langage, dans les mots, dans le verbe. Il ne faut pas pratiquer de généralisation. La généralisation, c'est une tournure de phrase qui consiste à dire « mais tout le monde pense comme ça » ou « on doit toujours faire ça » ou « jamais » ou « personne ne fait comme ça ». Là, vous généralisez et vous sortez du jeu. Et le troisième et dernier point de cette partie de notre discours, c'est les signes de reconnaissance. On en a besoin en permanence. J'aurais malheureusement pas le temps aujourd'hui de développer plus cet aspect, mais il mériterait quasiment 1 heure juste pour parler de ça. Les signes de reconnaissance, on en a besoin pour nourrir notre besoin de reconnaissance. J'ai besoin que l'autre me voie et me reconnaisse. Seul, je n'existe pas. L'humain est un animal social. Notre instinct grégaire nous pousse en permanence à être en contact avec l'autre, même si certains sont plus solitaires que d'autres. Et nous avons besoin de recevoir des signes de reconnaissance. Mais il existe des signes de reconnaissance positifs, un compliment, mais également négatifs. Alors évidemment, je ne vous pose pas la question, mais on préfère les signes de reconnaissance positifs. Ça va de soi, tous. Eh bien, le paradoxe, c'est qu'il y a pire qu'un signe de reconnaissance négatif, c'est l'absence des signes de reconnaissance. L'ignorance totale. Le manager, pour se positionner dans son équipe, doit impérativement envoyer des signes de reconnaissance. On a tous connaissance du concept de management bienveillant. C'est un mot très à la mode. Alors moi, personnellement, je marche dessus du pied gauche parce que ça porte bonheur. Le management bienveillant, je réponds bullshit.
Le management bienveillant, c'est une espèce d'idée qui pousse chaque manager à croire qu'il faut être gentil. Parce que si je dis la vérité à mon collaborateur qui m'a fait un travail, pardon pour l'expression, un gros travail de merde, si je lui dis ça, il va se vexer, il va se vexer, il va se fâcher, ben, il va peut-être même se mettre en arrêt de travail s'il faut, hein, tu sais. Et donc, j'ai pas envie, moi. Alors, je parlerai aussi de courage managérial s'il le faut. Toujours est-il qu'en réalité, l'humain a besoin de signes de reconnaissance. Eh bien, il faut, quand on est manager, savoir jouer du signe de reconnaissance positif, mais également négatif. Être capable de dire à un collaborateur, le travail que tu m'as fait me met en difficulté. Le comportement qui consiste à me le rendre toujours 24 heures après l'heure où je te l'ai demandé, ça me met en grande difficulté et ça me pose des problèmes que voici, je t'explique. Voilà, pouf, pouf. Excusez-moi. Alors, il faudrait aller plus loin et découvrir les signes de reconnaissance positifs et négatifs, mais également conditionnels et inconditionnels. Nous manquerons de temps pour cela. Je vous invite à lire les travaux du psychologue américain Eric Berne, créateur, initiateur de l'analyse transactionnelle. C'est lui qui parle de la théorie des besoins et des différents strokes, qui est le terme anglais pour signes de reconnaissance. Il y a beaucoup à creuser et sur cet aspect des signes de reconnaissance, il y a une piste, un outil managérial, lorsqu'on l'a compris, qui est d'une puissance absolument incroyable. Imaginez-vous que vous avez votre collaborateur, appelons-le Jean-Kévin. Votre collaborateur Jean-Kévin vous a fait et a l'habitude de vous faire depuis 15 jours vraiment de la merde. Vous le chopez, vous lui dites, Jean-Kévin, là, franchement, ce que tu me fais depuis 15 jours, c'est une catastrophe. Je suis très déçu, je suis même fâché. Je ne peux pas te le dire autrement. Ça, c'est un signe de reconnaissance négatif. Et quand derrière, vous rajoutez, en revanche, Jean-Kévin, s'il y a bien une chose dont je suis sûr, c'est que tu ne te lèves pas tous les matins depuis 15 jours avec l'envie de foutre en l'air notre travail. Et je suis convaincu que tu fais de ton mieux. Et à ce titre, je te renouvelle ma confiance. Maintenant, la question, c'est comment on va s'y prendre pour inverser la tendance. Quand vous dites ça, Jean-Kévin, il s'est pris un grand coup de pelle dans la gueule. Vous avez été assertif et vous lui avez dit les choses. Mais vous avez orienté la suite de votre discours sur une solution positive et collaborative. Et ça marche à chaque fois. Voilà pour ce qui est je crois, de ce qu'on pouvait résumer ce matin sur l'art de se positionner et la communication assertive. On passe au dernier chapitre. Bruno, tu veux bien? Bien sûr, je vérifiais simplement qu'il n'y avait pas de Jean-Kévin parmi nous. Il y a pas de problème. Merci. J'accepte l'idée que je prenne des risques en disant ça. La gestion de l'énergie, bah oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'être manager, ça demande une putain d'énergie de dingue de chaque instant du quotidien et qu'il arrive souvent qu'on soit en difficulté tout simplement. Je crois qu'il y a 2 points majeurs pour trouver son énergie et faire en sorte finalement que la pile à combustible, elle soit à l'intérieur de moi-même et pas chez les autres. C'est ce travail sur soi qui va me permettre de prendre soin de moi. C'est l'exemplarité invisible. Je prends soin de moi et de cette manière, je peux prendre soin des autres et donc de mon équipe. Il y a un exemple qui est frappant. J'ai pris l'avion au mois de janvier. Je suis allé voir mon frère qui habite en Nouvelle-Calédonie. À chaque fois que tu montes dans l'avion, on t'explique qu'il va y avoir des masques à oxygène qui vont tomber en cas de dépressurisation. Et que l'important, c'est que tu mettes le masque à oxygène sur toi en premier. Et quand tu l'as fait, alors seulement, tu peux mettre le masque à oxygène sur l'autre personne qui t'accompagne, même si cette autre personne, c'est un enfant, ton enfant. Là, on est vraiment dans cet exemple-là. Si tu ne mets pas le masque à oxygène, mais que tu essaies de le mettre sur l'autre, tu risques d'y passer. Et peut-être même de ne pas réussir à le mettre sur l'autre. Commence par toi, et tu aideras ensuite les autres. Le manager est quelqu'un qui doit accompagner,
aider, développer, faire grandir. On ne va pas au boulot pour gagner de l'argent. On va au boulot pour faire et pour faire ensemble. Et pour ça, le rôle principal du manager, c'est d'être en permanence tourné dans cette énergie positive pour emmener les autres vers cette dynamique, ce développement, cette croissance personnelle, ce développement personnel et professionnel. Charlotte réagit, Olivier, je te coupe 2 secondes, excuse-moi. Vas-y. Charlotte réagit, nous dit effectivement, le respect, effectivement, c'est une base indispensable, mais pour moi, dit-elle, la bienveillance ne remplace pas le respect. En effet, hein, elle rebondit sur ce que tu venais de dire, le propos précédent. La bienveillance, pardon, ajoute une intention positive. C'est chercher à aider, comprendre les contraintes de l'autre et formuler une critique de manière constructive, etc. Donc, pour confirmer ce Ouais. que tu dis à l'instant. Bah ouais, merci Charlotte, complètement. Bien sûr, quand j'ai dit que je marchais sur le management bienveillant du pied gauche, c'est parce que on fait des raccourcis et derrière ce concept, on a en réalité une tendance à croire que faut être gentil tout le temps. Mais ça c'est gentil, c'est pas un métier. Et on devient un manager paillasson, gnangnan, et on se fait bouffer. Ça ne marche pas. Pour avoir une bonne définition de la bienveillance, et j'ajoute au propos de Charlotte, je dirais que vous pouvez décortiquer l'étymologie du mot bienveillance. La bienveillance, c'est veiller au bien. Et ce n'est pas seulement le bien de mon collaborateur, c'est aussi mon bien à moi. Et il y a un troisième bien très important qu'il ne faut jamais négliger, c'est le bien du collectif, du groupe, de la structure, de l'entreprise. Eh bien, le management bienveillant, c'est de distribuer les cartes tantôt vers le bien vers l'autre, tantôt vers le bien vers moi, tantôt vers le bien vers le collectif. Une fois de temps en temps, il y aura une carte qui sera pile poil au milieu et qui sera bénéfique pour tout le monde, mais c'est assez rare. Donc c'est un jeu de distribution de plats entre ces trois pointes de mon triangle pour veiller au bien. Et je rejoins Charlotte, mais à 400% sur son propos, bien entendu. Dans cette bienveillance-là, pour veiller à mon bien à moi, je commence par moi. Je prends soin de moi, moi manager. Qu'est-ce que je fais pour trouver une occupation bénéfique pour moi? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui chaque jour me rend épanoui, apaisé? Je vous propose une chose. Posez-vous pendant quelque temps une question. Et si vous avez un petit papier et crayon là, écrivez cette phrase, cette petite question que je vous propose. Chaque soir, quand vous rentrez à la maison, pendant les prochaines semaines, posez-vous une seule question avant de vous endormir. De quoi suis-je fier aujourd'hui? De quoi suis-je fier aujourd'hui? Le mot le plus important, c'est aujourd'hui. N'allez pas chercher la fierté d'une action que vous avez faite il y a 15 ans, 20 ans. Je suis fier d'être papa ou maman, je suis fier de... Non. Aujourd'hui, tu as fait quoi pour nourrir tes valeurs, pour briser tes croyances limitantes? Tu as fait quoi pour veiller au bien de quelqu'un d'autre? Un simple sourire à quelqu'un peut suffire. Alors que tu étais hyper triste ou hyper énervé, tu as réussi à sourire et sourire franchement. Un rien peut suffire. De quoi suffire aujourd'hui? C'est la question qui permet de prendre soin de soi tous les jours de manière efficace et de valoriser ses actions sans les réduire, sans les voir comme négatives. Et quand j'ai pris l'habitude de manière régulière et systématique d'être dans cet apaisement, cette prise en compte de moi-même et de mes besoins, alors je peux me tourner réellement et profondément vers l'autre sans aucune difficulté. Mais je dois d'abord le faire pour moi. Le Et maintenant, deuxième point, oui, pardon, on Bruno. reste 5 minutes, Olivier, je te préviens juste. Et Ok, voilà, je sais qu'on arrive bientôt à la fin, mais je te préviens cool. 5 minutes. Et Charlotte t'envoie un check sur tes propos, bien sûr. Cool, super, merci Charlotte. Eh bien, tu peux voilà, nous passer le point suivant qui sera le dernier de ce dernier chapitre, passer du contrôle au soutien. C'est-à-dire que l'erreur fait grandir. Vous n'avez jamais rien appris le cul dans une chaise confortable avec un fauteuil relax
et une citronnade et des glaçons dans la main. À chaque fois que vous avez avancé, appris quelque chose, c'est parce que vous en avez pris plein la gueule. C'est l'erreur qui nous fait progresser, qui nous fait grandir, qui nous fait avancer. Le manager qui cherche coûte que coûte à ne pas faire d'erreur lui-même et qui ne tolère pas l'erreur de ses collaborateurs, c'est un manager qui freine tout le monde. Il faut bien sûr ne pas encourager l'erreur, ça va de soi, mais il faut l'accepter, la tolérer et la transformer en solution avec une question simple. Comment on va s'y prendre pour pas recommencer ça? Comment on va s'y prendre pour atteindre un objectif qu'on n'a pas atteint aujourd'hui, mais qu'on atteindra demain? Et là, on a une vraie grande question, je crois. Passer du contrôle au soutien, c'est donner à l'autre la permission de se tromper. Donc, c'est donner à son collaborateur un environnement dans lequel on a d'un seul coup moins de pression. Et si c'est vous qui vous plantez, dites-le, assumez-le et présentez vos excuses. Pardon les gars, je suis le chef, ok d'accord, mais là j'ai grave merdé, je me suis planté, je suis désolé, je vais faire mon possible pour pas que ça recommence. Si d'ailleurs vous me voyez repartir en couille, tout de suite vous me le dites parce qu'il ne faut pas qu'on recommence. Je peux pas refaire ça 2 fois. Le manager qui a la capacité assertive de prononcer un discours comme celui-ci, il désacralise sa posture de chef et il donne à ses collaborateurs une permission de se tromper à leur tour. Et du coup, le lendemain matin, quand tu arrives au boulot, eh ben, tu es beaucoup plus en confiance. Et ça tombe bien parce que c'est la confiance qui va nous permettre au sein d'une équipe de faire avancer les choses. On conclut? Dans ma conclusion, je ne voudrais pas résumer mon propos. On s'en fout. Dans ma conclusion, je vous propose une action concrète, simple. J'attends de vous, j'espère que vous allez trouver une pause réflexive cette semaine. Démerdez-vous comme vous voulez. Faites ça quand vous voulez et où vous voulez. Mais posez-vous. Coupez votre téléphone pendant 10 minutes. Il n'y a pas besoin de faire ça pendant 1 heure. Mais faites-le 10 minutes seulement, mais faites-le bien. Prenez le temps de respirer. Si vous avez entendu parler de la cohérence cardiaque, essayez de faire un exercice de cohérence cardiaque. Et si vous n'en avez jamais entendu parler, il y a des applis fantastiques sur votre téléphone. Vous faites Google, qui est votre ami, je vous le rappelle, tout le monde le sait. Vous tapez c'est quoi la cohérence cardiaque? Allez-y, offrez-vous 5 minutes d'une vraie pause où vous foutez la paix à votre cerveau et vous vous questionnez sur nos échanges de ce matin, une partie de mon propos, la partie qui a attiré votre attention le plus, sur les autres séminaires de la semaine, sur votre posture de manager, votre place réelle, ce que vous voulez en faire. Prenez le temps de faire ce travail sur soi. C'est la première base. Olivier, Yes. on croit qu'on t'a perdu un peu sur quelques mots que tu as mangé à l'instant. Là, il y a eu un problème de connexion. Si tu peux répéter simplement. J'espère que, parce que si déjà j'ai plus de caméra, si j'ai plus de micro, ça va quand même devenir un peu Repenser difficile. peut-être. Ouais, non, mais là, je sais pas, tu as eu un problème de connexion. Très À bien. mon avis, tu disais une pause réflexive qui nous permettrait peut-être de réfléchir à tes propos, peut-être aux propos de webinaires précédents. C'est exact. Et puis tout simplement de réfléchir à votre posture de manager. Qui je suis en tant que manager? Qu'est-ce que je veux faire? Quelles sont mes valeurs? Où est-ce qu'on va? C'est quoi l'objectif? C'est quoi la mission? On est là au boulot pour faire quoi? Bref, prenez ce temps de quelques minutes où vous bloquez tout, vous bloquez votre cerveau, vous faites un focus sur ces questions, vous coupez le téléphone. Il n'y a pas besoin de faire ça pendant 1 heure. Mais en conclusion de ce webinaire, je vous invite à trouver au cours de la semaine prochaine un temps pour vous relaxer, vous apaiser et réfléchir. Voilà. Puis le dernier point que je vous propose, il est encore plus concret. Je vous demande de définir 3 actions QVCT concrètes pour vous. 3 actions, 3 gestes de votre quotidien
qui vont améliorer votre qualité de vie au travail, qui vont améliorer vos conditions de travail. Et j'ai bien dit les vôtres. Parce que ça commence par vous. Si vous bossez en équipe, si vous managez des gens, inévitablement, les actions d'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail pour vous seront forcément bénéfiques pour les autres. Alors, vous prenez un papier, un crayon, vous m'écrivez vos 3 actions, vous prenez le bout de papier, vous le pliez, vous le gardez dans votre poche, dans votre sacoche, dans votre sac à main, et vous vous trimballez avec pendant toute la semaine qui vient pour mettre en place 3 petites actions simples, concrètes et qui dépendent directement de vous. Vous n'attendrez pas un budget, vous n'attendrez pas un achat. Vous y allez maintenant. Et si vous n'avez pas trouvé les 3 actions, eh bien, dès lundi matin, avec vos collaborateurs, avec vos équipes, vous leur posez la question et vous leur dites, j'ai trouvé une action, il m'en manque 2, on décide ensemble et qu'est-ce qu'on fait? À vous de jouer. J'ai dit, mon cher Bruno, est-ce que... alors, je vais relancer ma caméra, mais je crois que ça, c'est pas terrible, terrible. Hein. Non, vraiment, définitivement, non. La Non. caméra, c'est foutu pour l'instant. Bon. Si tu veux prendre le temps de te déconnecter rapidement pendant que je présente comment prolonger ensemble, c'est comme tu Très veux. volontiers. Très volontiers, on fait Je ça. peux te connecter pour dire au revoir à nos participants? Quelques secondes rapidement, vas-y. Merci Olivier, on te rejoint tout de suite, il nous retrouve. Restez 2 minutes avec nous, 2 minutes et on vous libère. Tout d'abord, le livre d'Olivier. Pour prolonger avec Olivier, première chose, et sur l'assertivité, c'est son livre. Chef-d'œuvre, chef-d'œuvre. Je vous dis où le trouver, mais vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies et les moins bonnes. Dans une librairie, vous trouverez sur un site américain de livraison à domicile. Je vous montre ça tout de suite, je vous montre sa couverture. Restez 2 secondes. Je vous propose encore comment prolonger avec lui. On va avoir un petit cadeau, certainement, vous le savez, pour ceux qui nous connaissent déjà. Pour prolonger avec Olivier, je disais d'abord son livre, évidemment. L'assertivité et ses contraires. Vous pouvez le trouver sur son site internet, oliviergadet.fr, vous pouvez le trouver sur Amazon, vous pouvez le trouver ailleurs. L'assertivité et ses contraires. Et surveillez bien, hein, il a dit, il y en a un autre qui est en préparation, qui va être plus proche encore de notre sujet du jour sur la confiance. Alors justement, pour aller plus loin avec Olivier et sur les sujets plutôt du jour, on va avoir aussi avec Bimalaya des choses à vous proposer. Hein. Et en attendant que Olivier nous rejoigne pour vous saluer quand même, parce que le son c'est génial avec Olivier, mais l'image c'est encore mieux. Dommage qu'on ait eu ce petit incident, mais j'espère que ça n'aura pas trop causé de désagréments à tous les participants ici présents et que vous avez pu suivre quand même et profiter de ces enseignements. On salue ceux qui doivent y aller, bien sûr. Sébastien, Karine, Catherine, et en tout cas, vous réagissez positivement, tant mieux. Les replays sont disponibles. Je vous propose comment aller plus loin, tout de suite, avec Olivier. Vous savez aussi que vous pouvez obtenir, bien sûr, en plus du replay, un kit outil, qui comprend des replays, les supports qu'on vous présente, mais qui comprend aussi, bien sûr, des outils. Et vous nous en faites. Ah, le voilà. Bienvenue, Olivier. Je viens de parler de ton livre. J'étais en train de présenter les kits outils sur demande sur le formulaire de contact sur le site bimalaya.fr. Vous nous demandez sur le formulaire de contact bimalaya.fr d'avoir accès au kit. Et alors là, vous aurez les replays, vous aurez les supports, vous aurez les fiches outils de toute la semaine. Hein. C'est vraiment sympathique. Oui, Olivier. Ton micro, et on est bon. Il est reparti. Non, je suis là. Il est là. Vas-y. Excuse-moi, c'est compliqué l'histoire là. Non, vas-y. Mais oui, à propos des kits outils, je prévois, dans les kits outils, je prévois un petit fichier audio de 3 minutes qui va récapituler l'assertivité et les 3 postures non assertives. Et puis également un document que j'utilise assez régulièrement qui présente le principe de l'intelligence émotionnelle. J'en ai parlé au début, tu te souviens, la capillarité relationnelle, mon état émotionnel impacte l'état émotionnel des autres. Voilà.
Mais comment je fais pour me questionner sur mes émotions? Eh bien, c'est l'intelligence émotionnelle et je me suis amusé à compiler une petite fiche récapitulative que je vais mettre à disposition dans le kit outil, là, tout à l'heure dans la journée, ce sera en ligne. Super, vous aurez tout ça, oui. Pas tout de suite dans la journée, hein, je vous le dis. Olivier, il me dit ça, oui, mais vous ne l'aurez pas dans la journée, le kit. On va attendre déjà que tous les webinaires soient terminés. Il y en a un cet après-midi et vous l'aurez très prochainement. On va dire ça, Olivier. Très Oui, merci. prochainement, les kits arrivent et les kits sont complets, hein. Les kits, c'est replay, support, fiche outil, ça nous demande un petit travail de mise en forme. Tout le monde, tous les intervenants nous donnent des outils, des audios, des petits tests, des vidéos, des questionnaires et plein de petits tips qu'on a vus tout au long de la semaine. Vous savez, on a vu Anne, on a vu Laurence, on va voir Sabrina cet après-midi. Vous allez avoir un super kit outil. Tout le monde est très content, hein. Très contente, Corinne, d'avoir pris 1 heure pour assister à ce visio passionnant. Karine qui est toujours là est contente aussi. Mélanie nous dit merci, c'est pour ce webinaire embarquant qui donne envie de creuser plus le sujet. Et beaucoup d'autres commentaires, je peux pas tout dire. Par contre, je peux te dire comment creuser le sujet. Alors, j'ai un truc à vous proposer, vous savez, et un petit cadeau. On peut prolonger le sujet et avec monsieur Olivier Gadet, bien sûr, en personne. Alors, je vous propose tout de suite ça. Restez avec nous, c'est 2 minutes, hein. Vraiment 2 minutes et on vous libère pour aller déjeuner quelque chose de très frais ce midi, évidemment. Vous le savez, on a des interentreprises en distanciel avec une offre promotionnelle, moins 15% sur votre inscription à cette interentreprise avec le code promo WEBI4, W-E-B-I 4, WEBI4. Eh ben, vous retrouvez Olivier Gadet, par exemple, le 22 et 23 octobre en distanciel pour une thématique qui lui est chère et qu'il va développer dans son nouvel opus qui va sortir très prochainement, peut-être à l'automne, je crois, me dit-on. Oui. Cette formation, 2 jours avec Olivier, c'est développer la confiance au sein de son équipe. Alors là, on est sur un sujet très puissant et d'actualité. Développer la confiance au sein de son équipe. On sait que la confiance est en berne. Parfois en soi, parfois en son équipe, la motivation, l'engagement, la confiance dans le monde extérieur. On vit, on le sait, dans un monde compliqué, incertain, volatile, nous dit-on, etc. Plein d'incertitudes. Développer la confiance au sein de son équipe, c'est un sujet, vous pouvez la travailler sur 2 jours avec Olivier les 22 et 23 octobre. Inscrivez-vous pour ça, c'est pas compliqué. Il y a le QR code. Ça vous emmène directement où il faut. Vous allez sur notre site bimalaya.fr, vous allez sur le formulaire de contact. Et vous nous dites, Webi 4, ça m'intéresse, la formation développer la confiance au sein de son équipe. Vous pouvez aller sur le site bimalaya.fr et aller sur nos formations, il y a différents pôles, et il y a le pôle les interentreprises. Il y a les interentreprises QVCT, vous retrouverez bien sûr tous ces inters et ceux des collègues aussi vus dans la semaine. Olivier nous propose autre chose. Je pense que Yasmine nous met beaucoup de liens en ce moment même pour retrouver tout ça sur notre site. Autre proposition d'Olivier. Il a développé la confiance au sein de son équipe les 22 et 23 octobre. Il a aussi développé son assertivité, l'art de communiquer. Vous savez que c'est un expert, Olivier, sur l'assertivité. Il nous l'a encore démontré aujourd'hui. Hein. Et le livre, lisez-le, évidemment. Mais vous pouvez aussi en parler pendant 2 jours avec lui. 23 et 24 novembre, interentreprise. Là aussi, distanciel. Là aussi, 15% de promotion. Code promo Webi4, toujours pareil. Développer son assertivité, l'art de communiquer. C'est pas fini. Autre proposition. Olivier nous propose d'agir avec vous, d'interagir à d'autres dates encore, les 3 et 4 décembre, cette fois-ci. Donc, on a des propositions le 22, 23 octobre, le 23 et 24 novembre. On a le 3 et 4 décembre, une autre interentreprise sur manager la génération Z. Très intéressant. Et là aussi, mieux comprendre, mieux décoder, mieux engager et fidéliser ces collaborateurs de la génération Z, ces nouveaux talents, des pépites. Encore faut-il savoir les comprendre, leur parler, bien sûr. Webi4 avec Olivier Gadet en interentreprise. Dernière proposition qu'Olivier nous fait très généreusement. C'est une offre coaching qui a été pensée, conçue, cousue, main sur mesure pour vous. C'est l'ascension intérieure. On est sur le sujet qu'on déroule là, Olivier, d'aujourd'hui. Hein. C'est comment c'est ça, hein, on travaille sur soi. L'ascension intérieure, c'est plusieurs séances de coaching. C'est du coaching hein, avec un vrai coach, Olivier
du vrai coaching, plusieurs séances, vous êtes manager, vous êtes dirigeant, vous êtes RH, DRH, vous êtes chef de projet, vous êtes commercial, vous êtes qui vous êtes. Vous arrivez comme vous êtes, hein, vous savez bien, c'est comme ailleurs, mais on s'interroge sur soi. Comment je travaille sur moi? Comment je vais peut-être essayer de m'améliorer, mieux comprendre? Bien sûr, il y a un lien avec ma performance, mais il y a un lien aussi avec mon bien-être. Se sentir mieux peut-être, hein. Moins 15%, toujours. Webicat, Je, l'attention intérieure. Oui, Olivier, dis-nous en plus. je me permets d'ajouter à ton propos sur cette offre de coaching sur l'ascension intérieure. Pas d'histoire, Très reviens. souvent, les gens ne savent pas ce que le coaching va pouvoir leur apporter. Et donc, avant tout engagement, il faut que chacun ait la réponse à cela. Donc, le premier job, en fait, la première mission, c'est de venir prendre contact via le formulaire de contact Bimalaya, bien sûr, hein, en disant tout simplement, ben, c'est quoi votre truc et qu'est-ce que ça pourrait m'apporter? Voilà. Et si on a Oui, besoin, on en discute vite fait et pour savoir vraiment concrètement. allume ta caméra, Olivier, si possible. Non, Vous avez ça marche pas. entendu Olivier dire, c'est pas grave, reste dans l'ombre, mais tu sais que tu es quand même toujours Bien. dans une certaine lumière. Ton aura est là, même si on ne te voit pas. Formulaire de contact d'Himalaya. Et vous qui nous regardez en replay et qui nous regardez nombreux, on le sait, puisque il y a une diffusion prévue auprès de beaucoup d'organismes et d'entreprises de ces replays. D'ailleurs, vous-même, vous représentez une entreprise, vous voulez le proposer dans vos salariés, à vos salariés. Vous êtes RH peut-être, ou vous êtes manager, vous voulez aller souffler l'idée à votre RH. Ben, c'est une très bonne idée, c'est possible. Faites-nous signe. On peut diffuser l'ensemble des replays de la semaine et des kits outils avec un lien à tous vos collaborateurs de l'entreprise. Vous entendez bien? Encore une fois, c'est la générosité, Olivier, tu nous connais. C'est un peu long, on va s'arrêter, me dit-on. Mais j'insiste. Vous voulez diffuser ça auprès de tous vos collaborateurs dans l'entreprise, c'est possible. Vous nous faites signe, vous savez où nous trouver. Vous savez où trouver la PST 37, bien sûr. Site internet, formulaire, numéro. Vous savez où trouver Olivier, son livre aussi. Vous nous contactez pour les interentreprises, vous nous contactez pour les kits replay, les kits outils sur le formulaire de contact. Et puis cet après-midi, on se dit pas au revoir encore, même s'il est tard. Je vous ai un peu fait déborder, je suis désolé aux quelques participants restants, et vous êtes encore nombreux, merci pour ça. On va les laisser, hein, Camille. Mais quand même, venez cet après-midi, c'est le dernier truc que j'ai à vous dire. Cet après-midi, 14h, Camille, tu seras là, tu es parmi nous, Oui, hein, bien bien sûr. sûr. Camille a raté ça pour rien au monde. Venez vous inscrire, il y a encore de la place, on va se serrer un peu sinon, mais il y aura de la place. Il y aura Sabrina, physiquement présente. On la verra, elle, Sabrina Olivier, je pense. J'espère bien. Oui, bon, ça va, ça va, ça va. On te verra aussi une prochaine fois, t'inquiète pas, je te taquine. Il y À aura Sabrina bientôt. Dias avec nous. À bientôt, Olivier. Merci encore pour ta présence, pour ta participation, pour ton énergie. C'était super. Merci. Rate pas cet après-midi, inscris-toi, hein. Oui, j'y suis, bien sûr. Oui, j'y suis, évidemment. Super. Ciao à tous. Rafraîchissez-vous. On se retrouve à 14h. Visez le sommet. Formez vos équipes. À très bientôt. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.